Imaginez pouvoir montrer vos produits avant même de les fabriquer. C'est un no-brainer dans la décision. C'est évident que c'est rentable. Bienvenue sur la chaîne de podcast Premay Studio. Sur cette chaîne, je reçois des entrepreneurs qui ont besoin de convaincre avant de construire. C'est un accélérateur, en effet, de vision qui peut éviter les naufrages. Aujourd'hui, je reçois Sébastien Buonomo, fondateur de la société Orcos, une marque de fermoirs horlogers à sélection de niveau de sûreté. Nous allons voir ensemble comment Orcos réinvente la sécurité des montres de luxe, Que ce soit les solutions Keytech avec la sélection de niveau de sûreté par clé ou les solutions CodeTech, donc sélection de niveau de sûreté par des mini-roues codeuses. pourquoi les prototypes physiques ont failli faire couler la boîte Concrètement, nous, on aurait pu déjà déposer le bilan avec la première solution. et comment une seule vidéo a changé sa façon de convaincre les plus grandes maisons horlogères. Il aurait fallu que j'ai ça il y a déjà 3-4 ans. Pour sauver un temps incroyable et un argent incroyable. Alors si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous à la chaîne et c'est parti pour l'interview. Au top. Moi Sébastien, bonjour. Merci d'avoir accepté cette petite interview. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, présenter un peu le projet Orcos? Thomas, c'est pour la notation. Orcos, oui, c'est un projet c'est une société qu'on a lancée en 2019, euh, qui avait pour but initialement d'apporter une solution de sélection de niveau de sûreté dans le domaine de l'horlogerie de luxe. Mais on va le voir, le projet a quand même fait pas mal de pivots et a évolué sur à la fois sa typologie d'offre et son orientation de clients entreprises et clients finaux. Mais à la base, c'était ça, c'était protéger des montres de valeur financière et sentimentale. Et pour ma part, le catalyseur a été voilà l'héritage d'une montre appartenant à mon frère, qu'on a essayé j'ai failli perdre et qu'on a essayé de me voler et pour laquelle j'ai voulu trouver une solution pérenne, intégrée et et facile d'usage pour les clients finaux et garder ainsi le lien avec les montres qui nous passionnent ou avec lesquelles on a un lien sentimental et affectif. D'accord. Donc si tu pouvais résumer Orcos en une seule phrase pour couvrir un peu la mission et euh, la raison d'être de Orcos, qu'est-ce que tu dirais? Ah, c'est protéger le lien, protéger les liens. C'est déjà le serment. Donc c'est un serment que j'ai fait, que je veux proposer aux gens voilà, de protéger le lien qu'ils ont avec leur plus précieux. Après, avec des exécutions de produits différentes, mais le le point commun, c'est protéger le lien. On le verra même avec les nouvelles exécutions de produits qu'on a eues récemment. On va le voir, oui, il y a eu pas mal de pivots sur les concepts et sur les produits que vous proposez. Qu'est-ce qui rend Orcos unique par rapport aux autres solutions qui existent sur le marché, si tant est qu'il y avait des solutions qui existaient? Ouais. Du coup, ouais, Orcos est unique et différent. On est premier, unique et différent. C'est ce qu'on revendique. C'est aussi pour ça que j'aime bien l'entrepreneuriat, faire des choses originales. Pour plusieurs raisons, hein. Ce qu'on propose n'existait pas dans le secteur de l'horlogerie. Bien entendu, la sélection de niveau de sûreté existe dans plein d'autres secteurs et sur plein d'autres produits qu'on connaît tous, hein, que ce soit le domicile, nos portes d'entrée, nos véhicules et tous les objets qui dorment dehors ou qui ont une valeur financière, hein, des coffres-forts, évidemment, voilà, des voitures, des vélos. On a des antivols sur nos motos qui permettent voilà, de sélectionner un niveau de sécurité. Donc, on est juste venu transposer ces possibilités-là qui nous sont données dans d'autres secteurs, dans le secteur de l'horlogerie, et on va le voir dans le secteur du bracelet de façon plus large, puisqu'on a d'autres applications qui arrivent. Et c'est ce qui nous rend unique, associé au fait qu'on ait évidemment breveté toutes ces solutions, que ce soit les solutions Keytech, donc avec la sélection de niveau de sûreté par clé, ou les solutions CodeTech, donc sélection de niveau de sûreté par des mini-roues codeuses, un petit peu comme le principe des valises qui ont des petits cadenas avec des roues codeuses, évidemment simplifiées, optimisées, intégrées dans des fermoirs plus petits, mais le principe est le même. Donc voilà pourquoi on est unique. D'accord.
Et du coup, il y a pas mal de, comme tu l'as évoqué, pas mal de technologies différentes que vous avez développées tout au long de l'aventure. Quand on développe comme ça des produits qui n'existent pas, qui sont innovants, comment on sait quelle idée mérite d'être prototypée ou mérite d'être marketée sur le marché? Bah, c'est bien la difficulté, des solutions innovantes, c'est que on ne sait pas, personne ne sait et on doit, chercher la voie, heu, en faisant au démarrage des études de marché. Donc au tout début, avant de lancer quoi que ce soit, j'ai fait des études de marché. On sait, quand vraiment c'est très disruptif, c'est-à-dire que on vient faire quelque chose qui n'existe pas du tout, comme pas du tout dans le secteur. On essaie de venir, se rapprocher de solutions équivalentes et de voir comment il y a eu une adoption du public et quelle a été, l'exécution produit qui a, entraîné, une adhésion du grand public ou pas. Donc nous, on s'est calqué, par exemple, à la fermeture centralisée dans l'auto. Et puis, on a avancé comme ça. Donc d'abord, première étape, c'était étude de marché, et puis ensuite, une fois qu'on a validé qu'il y avait un product market fit possible, donc une idée qui vient, venir, combler un besoin que des gens ont et que le marché est suffisamment porteur, ben, on passe dans une étape de prototypage, d'abord de création de dépôt de brevet, création d'une solution, d'un POC, hein, un proof of concept. Et ensuite un prototypage réel du produit fini, donc tout ça, ça demande énormément de temps, énormément d'argent, heu, des brevets pour nous, donc assez complexe. Voilà comment ça se passe, dans la normalité et comment ça se passait, il y a encore quelque temps, sans les solutions dont on va parler. D'accord. Ouais, justement, on va en parler juste après. On va se focaliser sur justement le fermoir CodeTech, donc avec les petites roues codeuses. Tu nous as dit, hein, tu nous as parlé des valises. C'est vraiment ça qui vous a donné l'idée de ce mécanisme. À peu près combien il y a eu d'itérations pour arriver à un produit fini industrialisable sur ce concept-là de code? Et qu'est-ce qui vous a fait évoluer, en fait? En fait, ce qui nous a fait évoluer, pour être tout à fait honnête, c'est, le pseudo échec, on va dire, commercial du Kitech. Je dis pseudo parce que c'est relatif. Évidemment, on n'a pas vendu autant que ce qu'on espérait. On espérait en vendre, des milliers, par an. Au final, on a vendu quelques centaines. Néanmoins, on a réussi à passer d'un dessin et d'une idée à un produit qui fonctionne, à l'industrialiser, à le commercialiser et à trouver des gens qui sont prêts à l'acheter. Ce qui n'est pas un échec du tout. C'est pour ça que je dis pseudo-échec. Tout ça, c'était déjà, heu, puissant pour nous de dire: «On invente quelque chose qui n'existe pas, on le brevette», donc on obtient les brevets, on le produit et il y a des gens qui sont prêts à l'acheter. Malgré les frictions que ce produit a générées et qui nous a fait basculer et pivoter vers les codes tech. Les frictions essentielles, c'était comme tout ce qui possède une clé, risque de perte de la clé avec, le fait que les gens se retrouvent avec la montre au poignet et ne peuvent pas l'enlever de suite. Alors évidemment, c'est pas, spécifique à nous, hein. Si vous perdez la clé de votre coffre-fort, bah, vous ne pouvez plus ouvrir votre coffre-fort. Si vous perdez la clé de l'antivol de votre moto, bah, vous devez scier l'antivol de la moto. Ça crée des frictions, c'est un problème. Néanmoins, ce problème n'est pas aussi puissant que celui qui le résout, à savoir se faire voler sa moto ou, que des gens rentrent chez vous, si vous n'avez pas de porte blindée. Dans l'horlogerie, néanmoins, on a compris, que c'était trop ça apportait trop de friction. Il y avait ce sentiment d'avoir une menotte au poignet qu'on peut pas enlever, donc une peur irrationnelle que, on se fasse couper la main. C'est des choses qu'on nous disait de Au façon final, c'est directement sur le corps de l'utilisateur, quoi. exactement, Si on se fait voler sa moto, bon, ça entrave pas le. exactement. C'est pour ça que les transpositions qu'on peut faire, beh, sur quelque chose qui n'existe pas, elles sont pas parfaites et donc autant, c'est pas tellement dérangeant de perdre la clé de son antivol parce que bon, beh, c'est sur un objet qui n'est pas sur nous, et s'il y a une menace, qu'on a perdu la clé de son antivol, ben, on peut s'en aller. Parce que le bien que les gens veulent, c'est pas ce qui est sur nous, mais ce qui nous appartient seulement. Alors que là, le bien est sur nous. Donc il y avait pour les gens une phobie de se faire arracher la main. Bon, même si c'est une vraie phobie, une peur irrationnelle, puisqu'en fait, en tirant très fort sur la montre, il y a des points de faiblesse, bien avant, le fermoir. Donc ça générait pas de problème, mais dans la tête des gens, c'était un problème.
Donc, il a fallu trouver des itérations. En fait, elles existaient déjà, mais on a été un petit peu au plus simple. On a fait les clés. On a vu que ça fonctionnait pas comme on l'entendait, qu'il y avait trop de friction et que c'était pas une histoire qui allait pouvoir passer. On a essayé quand même hein, de faire changer les gens d'avis, mais toute notre bonne volonté ne peut pas battre des peurs viscérales. Et donc ça, on l'a compris et on a fait ce pivot. On a déposé du coup des brevets sur des systèmes à roues codeuses. Et là aussi, on a eu des itérations. Au début, on avait des systèmes avec plusieurs roues codeuses qui étaient intéressants, mais presque trop complexes encore pour le domaine de l'horlogerie, à la fois d'un point de vue de l'ergonomie, de la manipulation et du temps de libération. Il fallait que la le port de la montre ne soit pas gêné au quotidien. C'est-à-dire, il fallait l'utiliser en mode, c'est-à-dire qu'on pouvait toujours, que ce soit la clé ou le code, l'utiliser non verrouillé. Donc fermé, mais non Et verrouillé. comme une montre classique Voilà. sans fermoir sécurisé. Notre objectif, c'était quand même ça, même avec le Kitec. On pouvait tout à fait l'utiliser comme un fermoir traditionnel, puisque la clé servait de poussoir et on pouvait ouvrir ou fermer. Et quand on retirait la clé poussoir, on venait activer la sécurisation. Et pareil pour le code-tech peut ne pas s'activer, hein, un peu comme la fermeture centralisée en auto. Vous pouvez tout à fait rouler, si vous le souhaitez, avec votre voiture porte ouvrable. Maintenant, si vous le désirez, vous appuyez sur un bouton et vous verrouillez. Et c'est aussi ultra rapide de déverrouiller en cas de menace. Alors, si quelqu'un vous braque, vous allez juste appuyer sur un bouton et la voiture s'ouvre. Il n'y a pas besoin d'aller chercher une clé, de faire une combinaison de chiffres qui, dans la panique, peut vous faire perdre du temps, vous faire risquer votre vie potentiellement. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On est parti avec des 2, 3, 4 roues codeuses et finalement, on est arrivé à des systèmes à une roue codeuse avec 5 faces, ce qui est largement suffisant pour qu'un pickpocket ne vous vole pas la montre et que vous pouviez juste tourner et le mettre en mode sécurisé pour aller faire du jet ski ou aller en boîte de nuit et pas que quelqu'un puisse arriver à tester les 5 faces, parce que c'est pas évident pour lui, mais très facile à Et ça libérer. laisse le temps, du coup, de se rendre compte que quelqu'un est en train d'essayer de manipuler la montre et de Exactement. la piquer, quoi. Par contre, c'est libérable très vite pour vous si vous avez quelqu'un qui veut vous enlever qui veut votre montre à tout prix et est prêt à aller loin pour ça. Donc, on a trouvé, on pense, l'équilibre parfait. Et en plus, on va le voir, ce système CodeTech permet d'afficher plusieurs faces et donc créer du storytelling. Et ça a été un pivot parce que la solution était à la base uniquement pour protéger des montres qui avaient une valeur financière. Et au final, on vient grâce à l'affichage dynamique, finalement, hein, même dans la façon de le nommer, on a évolué. C'était des systèmes anti-vol, c'est devenu des systèmes à sélection de niveau de sûreté, puis des fermoirs à affichage dynamique et sélection de niveau de sûreté. Et donc là, on a ouvert le champ des possibles, on a simplifié, on a itéré et Steve Jobs disait que c'est extrêmement complexe de faire des choses simples dans l'usage. Et c'est vrai, mais in fine, on se rend compte que c'est ce qui fonctionne parce que c'est en utilisant des produits de façon la plus intuitive, hein, sans notice. On dit aussi que un produit, il est OK, il est bon, il est valide quand le client peut l'utiliser sans avoir de notice. Et le code tech en fait partie. Il est très simple. On peut très facilement comprendre comment il marche sans qu'on explique quoi que ce soit. Et puis, c'est pas évident de se rendre compte à quel point le produit est complexe quand on travaille dessus tous Ouais. les jours depuis plusieurs années. Pour nous, ça peut paraître évident, mais pour le client final qui ne le connaît pas, Oui, tout à fait. pas nécessairement. Il y a un vivier de compréhension du sujet, puisqu'on est tellement la tête dedans que pour nous, c'est évident. Mais pour des gens, c'est pas du tout évident. Il y a des gens qui, sur les Keytech, je leur donnais le porte-clés et ils savaient pas quoi faire avec. Même en leur expliquant, en leur montrant plusieurs fois, ils n'arrivaient pas à faire le geste. Alors moi, je le faisais très facilement parce que j'ai dû le faire des dizaines de milliers de fois maintenant. Mais même au début des milliers de fois. Donc pour moi, le geste était très fluide. Ils me voyaient faire, ça avait l'air facile, mais eux, c'était pas évident. C'est aussi pour ça qu'on a retiré la clé, le porte-clés et qu'on est passé sur des systèmes all-in-one tout intégrés. D'accord. Et donc là, dans ta tête, à horizon 5 ans à peu près, Orcos, ça ressemble à quoi? Il n'y a plus que des codes tech? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul produit? Est-ce que vous avez d'autres idées d'innovation encore ou, Sur l'horlogerie, ouais, on est arrivé pour l'instant, hein, à nouveau, tout est évolutif, rien n'est figé. Et je dis jamais, ni toujours, ni jamais. Enfin, je vais dire jamais.
mais j'emploie pas trop ces mots parce que tout peut changer dans tous les sens. Euh, il est possible même que le code tech puisse faire comprendre l'intérêt du key tech, puisqu'on voit, hein, on aurait pu penser dans les cadenas, par exemple, dans les systèmes de portes. Aujourd'hui, ben, on peut ouvrir des portes avec des digicodes. Et donc, on se dit, peut-être que la clé allait disparaître, mais la clé n'a pas disparu, elle est toujours prédominante parce que elle rassure certaines personnes. L'électronique a ses problèmes, hein. Si demain il n'y a plus de piles dans le digicode, on ne peut plus ouvrir sa porte. Donc voilà, il n'y a pas de solution qui est parfaite. Il y a plusieurs typologies de clients avec des besoins et des envies différentes. Et donc, on reste ouvert. Mais dans l'avenir proche, en tout cas, oui, les maisons horlogères ont validé, on est rentré en passe-proto avec plusieurs maisons sur des systèmes à une roue codeuse. La seule différence, ça va être les orientations et les positionnements de la roue dans le fermoir. Hein, on peut les mettre à plat, on peut les mettre de façon verticale, dans des axes voilà, transversaux ou, euh, ou, ou verticaux, avec des petites fenêtres d'affichage bien sur la roue elle-même. Donc, il y a plein d'itérations possibles sur une même exécution produit. Et ensuite, on a ouvert à d'autres secteurs. En fait, d'autres secteurs sont venus nous chercher pour des besoins un peu différents. Et là, pour le coup, ils ont été piochés dans notre portefeuille brevet des systèmes à plusieurs roues codeuses. Donc là, c'est une société française qui est en train de travailler sur un bracelet géolocalisé, connecté, avec une petite batterie à l'intérieur qui permet de venir savoir à tout moment où se trouve une personne, un enfant, une personne dépendante, âgée ou avec des pathologies psychologiques, psychiatriques. Et ce bracelet donc est géolocalisé. Il est avec une petite valise, une batterie, un bracelet qui est renforcé avec du Kevlar et des petits filets en métal pour pas qu'il puisse être arraché. Et pour le mettre et l'enlever, ben, en fait, ils ont fait appel à notre fermoir à 4 roues codeuses. Pour le coup, parce que l'objectif, c'est de ne pas pouvoir l'enlever facilement. Hein, et donc, l'enfant ou la personne malveillante ne puisse pas l'enlever. Évidemment, il y a des normes, hein, sur des tractions très puissantes, ça va venir casser avant, évidemment, l'avant-bras de l'enfant. Mais voilà, en tout cas, on peut très facilement retrouver des gens dans n'importe quelle attraction s'ils sont perdus, voilà, dans des choses comme ça. Ouais, d'ailleurs, on a fait une petite vidéo pour ce bracelet qui on peut pas encore diffuser pour le moment, mais Ouais. qui, j'en suis sûr, sera public dans les prochains mois. Donc, tu as évoqué une partie B2B qui est quand même assez importante dans votre stratégie. Le fait d'intégrer vos technologies enfin, chez les maisons horlogères qui puissent proposer vos fermoirs en option ou nativement sur certains modèles. Ouais. Quelles sont les grosses problématiques que vous avez pour intégrer justement les grandes maisons horlogères? Comment est-ce que vous vous y prenez pour convaincre et, et pour imposer vos technos? Première des choses, c'est obtenir les rendez-vous avec les maisons, pas évident. Une fois qu'on les a obtenus, il faut leur préparer des présentations dans lesquelles elles arrivent à se projeter. Parce que nous, on a une techno, on a une exécution produit, mais dans les maisons horlogères comme dans l'auto, vous parlez pas de la même façon à Ferrari qu'à Renault. Vous parlez pas de la même façon à Richard Mille qu'à Swatch. Et donc, on avait parfois cette problématique. Donc, bien sûr, évidemment, déjà faire comprendre le concept. En général, quand on a le rendez-vous, c'est qu'ils ont compris le concept et que ça les intéresse. Après, il faut leur montrer comment leur maison va pouvoir faire de ce concept quelque chose qui leur appartient, que ce soit d'un point de vue de la façon dont c'est présenté, de l'exécution produit, mais aussi de l'image. Et donc, ça a été, on a raté des rendez-vous au départ parce qu'on avait des concepts qui étaient intéressants, mais qui avaient rien à voir d'un point de vue de l'exécution produit ou du design avec la marque à laquelle on parlait. Par exemple, si je parle je mets je montre un fermoir que j'ai fait et qui ressemble à un fermoir d'une montre très sportive. Si je vais voir une marque de montre très classique, par exemple comme Cartier, ils vont dire bah, c'est bien, mais nous, on ne se voit pas avec ce type de fermoir. Et c'est normal puisque ils ont un fermoir d'une montre très sportive et qu'eux font des montres, ce qu'on appelle dress, donc des dress watch, des montres habillées pour la plupart. Et donc, ils n'arrivaient pas à se projeter. Et donc, les gens me disaient bah, le concept est intéressant, mais je ne vois pas comment ça peut aller pour nous. Donc, rapidement, on a fait des présentations dédiées où on a essayé avec les moyens du bord à l'époque. Donc, à l'époque, concrètement, j'ai pris un designer horloger qui m'a fait des sketchs, donc des dessins à main levée,
avec l'ADN de la marque. Donc, il a pris l'ADN de la marque design, il l'a transposé à notre fermoir et on a fait un fermoir qui ressemblait à l'ADN design de la marque. C'était top. On a obtenu plus d'engagement, mais ça coûtait à chaque fois entre 3 et 4 000 euros parce que quand un bon designer doit faire ça, donc ça, c'est il y a 3 4 ans, ben, si on veut prendre quelqu'un qui fait les choses bien, ça vaut 3 4 000 euros Ça par veut an. dire à chaque rendez-vous que vous aviez avec une nouvelle maison, qui est dans un univers un peu différent, sportif Oui. ou autre, à chaque fois, c'était 4 000 euros pour pouvoir Ouais, aider le client final à se projeter, quoi. exactement. Puis on parlait simplement de sketch. C'est-à-dire, on ne parlait pas de rendu 3D, de ce que ça allait donner sur un produit final et encore moins sur un produit qui est vivant comme le nôtre, hein, parce que nous, c'est dynamique. Donc, on n'arrivait pas à leur faire ressentir l'expérience que eux pouvaient avoir et comment ils allaient pouvoir le marketer et surtout comment le client final allait pouvoir ressentir ça. Comment ça s'activait déjà sur l'ergonomie, tout simplement, comment ça marchait, on-off. Déjà, on avait la problématique de: «OK, c'est beau, d'accord, c'est beau, ça match à notre ADN, mais comment ça marche?» Là, avec des dessins, c'est plus difficile qu'avec une vidéo, et donc on n'avait pas de moyens à l'époque de le faire, à part de créer un proto. Là, on parle de dizaines de milliers d'euros, hein, pas de quelques milliers d'euros. Faut que le proto marche, il faut que le proto soit au design de l'entreprise et après l'amener dans les mains de l'entreprise et ça coûte, au bas mot, entre 30 et 40 000 €. Et du coup, il faut rajouter les délais de fabrication du proto aussi. 6 mois à 8 mois de production, des itérations. Parfois, ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'on peut faire un proto, il ne marche pas sur le premier coup, il faut en refaire et tout ça sans savoir si ça va plaire au client final. Parce Et que, si au final, il y a pas envie d'intégrer la techno, c'est tout cet argent-là mis un peu dans le bah, vent. concrètement, pour le cas précis, nous, on a vu 2 grandes maisons, le Ferrari de l'horlogerie et le Porsche de l'horlogerie, pour pas les citer. Beh, finalement, ça m'a coûté 2 fois 4 000 € pour faire des sketchs. Puis ils nous ont dit quelques mois après: «Bah, merci, c'était top, merci beaucoup, mais on va pas donner suite sur les systèmes à clé puisque, pour un, ils voulaient pas gérer des problématiques de clés perdues. Pour l'autre, ils voulaient pas gérer des gens qui avaient oublié leurs clés à l'aéroport, pouvaient pas retirer leur montre et que ça pouvait créer des blocages. Donc ils nous ont dit: «Non». Beh, personne m'a remboursé, hein. J'ai pas eu le client et ça m'a coûté 8 000 €, de papeterie. Donc voilà, on a arrêté ça puis, voilà, après arrivé d'autres solutions, intéressantes. C'est vrai qu'on a commencé à travailler ensemble sur, de la 3D, donc de la CGI. Est-ce que ça a déjà, simplifié les process à ce niveau-là? Qu'est-ce que ça vous a apporté concrètement, d'utiliser des vidéos 3D pour présenter les fermoirs? Bah, la vidéo 3D, elle permet de faire beaucoup d'économies, et de valider déjà des volumes, des concepts, des designs pour nous, et de faire comprendre les concepts, sans aller dans la phase, de proto. Et donc concrètement, c'est des économies de plusieurs dizaines de milliers d'euros, puisque par exemple les premiers codes tech, on les a fabriqués bien après avoir présenté les solutions en 3D, et on a vu que ça plaisait et après on a fait des protos. Donc on gagne énormément de temps, énormément d'argent, déjà avec des 3D, animés. OK. Et là, la dernière vidéo qu'on a fait, elle est beaucoup plus, contextualisée. Hem, Qu'est-ce qui t'a amené à te poser la question de l'utilisation de l'IA pour présenter, les produits? Bah, la vidéo, la dernière qu'on a faite, elle a un gros avantage, c'est elle est immersive, on va dire. Donc sur les vidéos 3D classiques, dans un fond blanc, bah, on montrait le concept, éventuellement on le posait sur une montre, heu, mais ça s'arrêtait là, donc c'était déjà intéressant, on gagnait beaucoup de temps et d'argent. Par contre, les directions marketing des maisons horlogères n'arrivaient pas forcément à voir, comment elles allaient pouvoir utiliser cette innovation? Parce que faut pas se leurrer, les maisons horlogères, créent de l'innovation, pour les marketer après et ce marketing-là, va mettre en avant l'innovation et va justifier les coûts de développement d'innovation. Mais tant qu'elles ne savent pas ce que ça va pouvoir générer comme expérience, c'est compliqué pour elles d'aller de l'avant. Surtout quand c'est une innovation qui est, extérieure, c'est pas eux qui l'ont développée. Elle vient de l'extérieur et avant de rentrer en partenariat, en intégration, ils ont besoin d'avoir plein de vérifications et donc cet avantage, ça nous permet déjà de matcher complètement à l'ADN, d'une marque ou d'un modèle de montre et de faire comprendre ce que va vivre concrètement le client
quel besoin on va résoudre. Et donc, ça fait gagner là aussi énormément de temps. Ça permet un engagement plus important de la maison et ça leur permet surtout voilà, de comprendre dans quel contexte elles vont pouvoir, utiliser, donc sur quelle gamme de leur montre, comment elles vont pouvoir le marketer concrètement. Et ça, c'est immense, ce que ça fait gagner comme temps. Donc là, concrètement, on a pris le parti de le mettre sur des montres de plongée, puisque la montre de plongée, bah, évidemment, si on perd sa montre de plongée, bah, ça peut être un danger pour le plongeur. Il a pas plus de notion de temps, même s'il y a des ordinateurs de plongée, bah, souvent les plongeurs ont aussi une montre, mécanique, au cas où il y a une défaillance de la pile de l'ordinateur plongeur. Et puis voilà, les maisons horlogères vendent des montres, qui vont à 3000 mètres. Évidemment, personne n'y va. Et donc là, elles ont une innovation qu'elles peuvent mettre en place, même pour quelqu'un qui va à quelques mètres. Il y a tout intérêt à ce qu'il ne perde pas sa montre et qu'il continue à la mettre. Donc on leur dit, grâce à cette vidéo immersive: «Regardez, votre client, il va faire, un sport extrême, il va faire du jet ski, de la plongée. Il peut très facilement activer et désactiver». On le voit faire concrètement. On voit que c'est un seul geste. On voit aussi comment la maison horlogère peut marketer, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle peut graver. Donc là, on avait écrit, dive mode. On peut tout à fait changer d'univers et mettre extreme mode pour, un autre sujet. Et donc elles peuvent très facilement se projeter sur, comment elles vont le marketer, comment le client va l'utiliser. Et même elles, en l'occurrence, nous ou elles, les maisons horlogères, avoir des retours de clients finaux, parce qu'on peut directement montrer ça aussi à des clients finaux et leur dire: «Est-ce que ça vous plairait?» Parce qu'on voit concrètement ce que ça peut engendrer à tout niveau. Donc, là, on va encore plus loin dans l'engagement et dans l'intégration. Tout ça sans avoir, dépensé un seul euro dans du proto, physique. Et puis très rapidement, je sais plus, ça a été livré en 1 ou 2 semaines max, je crois, je Ouais, sais plus jours, exactement. semaines, entre les briefs et la création, peut-être quelques semaines, alors que même je pense qu'on peut le faire en quelques jours si on a des bonnes bases, de vidéos déjà créées. Par exemple, maintenant qu'on a créé une première vidéo, on peut probablement aller beaucoup plus vite sur un script 2 ou juste changer un design et le mettre dans cet univers-là. Heu et donc oui, ça fait gagner des mois, voilà, un proto, entre la création et la validation d'une 3D, de fichiers STEP et le développement d'un produit fini, fonctionnel, c'est à minima, c'est 6 mois, si on va vite. Oui, et du coup, ça concrètement, si je reprends tes mots, ça simplifie la projection du client. Il a beaucoup moins à réfléchir à ce à quoi va ressembler, le fermoir sur son modèle, sur le client final et ce qu'il va ressentir. En fait, ça, mmh, ça joint tous les bouts, en une seule vidéo, ce qui permet d'aller beaucoup plus vite dans les négos et dans les productions, quoi. Pendant la Oui. validation des concepts. Ouais, concrètement, oui, oui, bah, c'est simple, on leur montre comment marketer le produit final, quoi. C'est-à-dire que alors que ça prenait peut-être des années avant, quoi. Donc, on leur dit: «Voilà comment vous pouvez vendre ça à votre client», avant même que le produit existe. Et donc pour eux, c'est génial. Ça c'est game changer parce qu'ils peuvent prendre des décisions beaucoup plus vite et ils voient ce que ça va donner in fine avant même qu'on ait produit. Et pour nous, c'est des économies monstrueuses, d'argent et de temps. C'est génial et en plus, on peut je dis en quelques clics, hein, j'exagère. Il faut quand même, un savoir-faire, mais on peut rapidement dire, bah, OK, en fait, on a fait ça pour une marque et un univers. On a fait ça pour, une marque de montre de plongée dans un univers plongée. Faites-moi ça pour une marque, dans le sport auto, avec cet ADN et on l'a, quelques jours après. Donc on peut Et puis une s'adapter fois qu'on a les bases du storytelling, ça va beaucoup plus vite. Derrière, on a juste à dupliquer, enfin dupliquer, oui, à décliner, l'histoire sur un autre univers et puis on peut avancer comme ça. tout à fait. Quand tu as vu les premières animations vidéo du fermoir qui, je rappelle, du coup, n'existent, même pas, il y a même pas eu de dessin, il a été créé vraiment, uniquement pour valider le concept. Quelle était ta réaction quand tu as vu les premières animations, de ce fermoir-là? Bah, en fait, même pour le créateur, c'est une surprise. Parce que même si je l'avais dans ma tête en idée, j'ai été, incroyablement surpris de me dire: «Mais en fait, c'est génial, c'est ça que je dois avoir, c'est ça que je dois montrer aux maisons». Parce que moi-même, j'ai été séduit par ma propre création, puisque j'ai pu la voir, directement,
en rendu fini, parce que souvent dans les phases de proto, au début, c'est pas très glamour. C'est-à-dire, on fait la techno, sur une base en laiton, un support quoi. Donc on teste la techno, donc ensuite on met le ferment autour. Au début, il y a pas de décoration horlogère, il y a rien, c'est moche, hein, concrètement. Et puis après, sur des versions finales, on vient rajouter de la décoration parce que faire, une décoration horlogère, faire un satinage, un polymiroir, ça coûte de l'argent. Alors que là, en un clic, je peux lui dire: «Bah, fais-moi-le en polymiroir, fais-moi-le en satiné, fais-moi-le en céramique bleue». Et alors que si je devais faire ça, en réalité, ça me prendrait 1 an et demi et ça me coûterait. Change l'affichage, mets-moi un pavillon de plongée à la place du plongeur ou des choses comme ça, quoi. Là, je peux montrer, donc concrètement, moi-même, j'ai été, surpris, même si je l'imaginais, le voir en action. C'était comme une révélation, on va dire, de dire: «Mais en fait, c'est un outil fantastique sur des produits, innovants et disruptifs», parce qu'on vient éviter des écueils, qu'on a pris dans le passé. Même en, voulant les éviter, on a pris quand même des icebergs parce que, voilà, on a nous sur concrètement sur l'Equitech, on a fait des protos, on a passé des commandes, on a fait un prix, on a fait une campagne marketing et tout ça sans savoir si les gens allaient l'acheter. Et voilà, donc ce genre de vidéo va nous éviter tout ça, nous faire gagner du temps, de l'argent et je pense que ça va sauver quelques entreprises ou en tout cas les empêcher de dépenser de l'argent et d'arrêter. Parce que pareil, dans l'innovation, c'est important de dire non aussi, de dire: «Ça ne marche pas» et l'avantage, pas pour arrêter, mais pour faire autre chose, pour faire les pivots, mais au moins on sait très rapidement si ça marche ou ça marche pas. Là, nous, pour savoir que ça a pas marché, ça a mis 3 ans. Pour nous dire: «Bon, bah, on va abandonner ce produit» et du coup, ça fait mal parce qu'on a perdu de l'argent, on s'est battu pendant 3 ans, on a mis une énergie et faire le deuil, est très compliqué. Alors que Ouais, si je on avait pu tester, on aurait pu rapidement se rendre compte que les gens, ça allait générer une phobie chez eux et ne pas commander des séries en centaines. Voilà. crois que c'est Marc Simoncini qui disait, qu'un des enjeux les plus difficiles pour un entrepreneur, il prenait la métaphore d'un gars, en barque qui rame en direction d'une île, il voit l'île. Ce qui est le plus difficile, c'est d'arriver à savoir si c'est vraiment une île et qu'il faut continuer à ramer ou est-ce que c'est un mirage et il faut faire demi-tour ou aller chercher une autre île? Donc là, si on reste dans cette métaphore, ce serait concrètement une longue vue qui permet de voir, Ah ouais. est-ce que c'est un mirage ou est-ce qu'on va jusqu'à cette île-là, quoi? C'est un accélérateur, en effet de vision, qui peut éviter les naufrages. À tout dans le sens réel du terme, hein, parce que concrètement, nous, on aurait pu déjà déposer le bilan avec la première solution. Concrètement, parce on avait fait des commandes, moi je me souviens ma première commande, c'était 1000 pièces parce qu'on voulait des prix, donc c'était une commande à 500 000 € sur des fermoirs. On payait du coup 500 € pièce Pour faire des économies d'échelle, ouais. et concrètement, s'il y a pas le covid, je dépose le bilan parce que je peux pas payer ma commande. Ouais. Voilà. Heureusement, il y a eu le covid, ça a arrêté et ça m'a Pas sauvé. beaucoup de boîtes qui peuvent dire ça. Heureusement qu'il y a eu le Covid. Moi, je peux dire, heureusement, il y a eu le covid. Alors ça nous a causé des tracas, mais je pense que sur ce coup-là, sur la trésor, ça m'a sauvé parce que finalement, voilà, on avait commandé 1000 pièces et nous, on a vendu que 300 ou 400 fermoirs Watchlock. Je me serais retrouvé avec 600 pièces, sur les bras, et les Suisses rigolent pas du tout. Il faut les payer, quand ça arrive, hein, pas à 6 mois, Ouais. Ouais, donc bien sûr. voilà, concrètement, si j'avais eu, cette innovation qu'est l'IA et les savoir-faire que tu as et de ton entreprise, bah, heu, j'aurais pu anticiper ça. Alors ça va pas résoudre 100 des problèmes, mais en tout cas, je pense que ça va accélérer certaines phases de décision pour les maisons et éviter de dépenser beaucoup d'argent et de temps pour des entreprises, avec des choses, très qui proposent des choses très innovantes dans tous les secteurs. Ouais, complètement. Sur le fermoir en lui-même, quand tu l'as vu, à quel pourcentage tu pourrais donner de ressemblance avec ce que tu avais en tête, dans ton imagination? Bah, c'était très, très proche, il y a quelques améliorations à faire d'un point de vue technique, parce que concrètement, il y a des petites choses qui font que ça ne marcherait pas dans la réalité. Mais ça, on peut tout à fait le modifier très rapidement, en faisant un script. Mais par contre, le rendu était bluffant parce que on avait même des petites micro rayures d'usage, qu'a tout plongeur qui va plonger avec sa montre et qui l'utilise. Donc ça a vraiment été très, très précis
et c'était très réaliste à tout niveau, que ce soit dans, la mobilité du fermoir et du plongeur qui l'utilisait, mais aussi dans le rendu de la pièce. C'était vraiment très bluffant. Heu et je pense qu'on peut encore aller plus loin si on veut l'améliorer, mais déjà à ce stade, c'était vraiment bluffant, d'avoir un niveau de finition et de proximité avec la réalité. Nous, on la connaît la réalité, c'était vraiment, hallucinant. OK. Et du coup, cette vidéo, tu l'as utilisée, sous quel format? Sur quelle plateforme? Comment est-ce que tu l'as diffusée? Là là, on est vraiment pour l'instant sur du ciblage, B2B. Heu, donc l'objectif, c'était que des directeurs techniques, des directions marketing de maisons horlogères puissent voir cette innovation en situation et avec des perspectives, pour elles de mise en situation, et vraiment des visions de comment elles pouvaient l'intégrer dans le futur. Donc ça a généré, évidemment pas mal de leads, sur le concept, lui-même. J'ai eu après des messages de maisons, enfin de direction ou de fabricants de fermoirs qui nous ont questionnés, à savoir si, ça existait déjà ou pas encore, voilà, en gros, ça a généré du lead, B2B et après je compte l'utiliser aussi sur la phase, on va dire, d'évangélisation que toute innovation disruptive, connaît. C'est-à-dire aller parler au grand public, leur dire que ça existe et voir quelles sont leurs réactions. Donc concrètement, nous, on a eu ça avec les Keytech. Quand on a fabriqué le Keytech, on a montré des vidéos, on a vu les réactions des gens, bonnes ou moins bonnes et on a vu alors à nouveau, c'est assez à trier, mais on a vu qu'on avait beaucoup, beaucoup de gens qui avaient peur de se faire couper la main. Heu et alors qu'avec les codes tech, il y a pas du tout de messages, anxiogènes qui sont arrivés. Parce que l'expérience qu'ils voient, vécue par le personnage fictif, et ça reste quand même un personnage, qui pourrait être eux, ils voient que c'est très facile à utiliser, c'est on off et donc il y a pas de côté anxiogène et donc ça nous a permis de valider que ce concept était bien meilleur que l'autre, ne serait-ce que par les retombées des commentaires des gens, qui étaient 100 positifs. Pour le coup, j'ai eu zéro commentaire négatif. Personne m'a dit: «Bah, bravo, on va pas pouvoir le déverrouiller, ça va être compliqué. Qu'est-ce que je fais si j'oublie mon code?» Voilà, pour le coup, il y a pas c'est tellement simple. On a eu que des commentaires positifs et c'est déjà intéressant de dire: «Voilà, on a un product market fit», donc un match entre un produit et des besoins clients, sans avoir produit quoi que ce soit. Alors que pour le Keytech, ça m'avait coûté, 2 ans de développement, des brevets. Concrètement, on le fait pas parce qu'en plus, quand on utilise l'IA, tout ce qui n'est pas protégé, est du coup dans le domaine public directement. Donc vraiment faire ça attention quand vous avez une innovation, faut d'abord la protéger avant de la dévoiler. Donc c'est ce qu'on a fait évidemment. On a obtenu des brevets avant de dévoiler et encore, on montre pas ce qu'il y a à l'intérieur, on reste plutôt, sur le concept. On n'a pas montré Sur l'idée globale du truc, quoi. concrètement comment ça marchait. Mais voilà, donc oui, ça nous a fait gagner, c'est génial pour ça, quoi et donc les retombées qu'on a eues, nous permettent déjà de valider que le concept, est prometteur. Super. Et concrètement, du coup, est-ce que tu as des chiffres à partager, sur un nombre de leads que ça a fait rentrer, un nombre de sur l'engagement qu'il y a eu autour de la vidéo? Parce que pour l'instant, tu l'as publié sur LinkedIn uniquement, c'est ça? Ouais. Hem, j'ai pas encore fait l'analyse de cette dernière vidéo, mais je sais que même déjà les vidéos 3D, on avait battu à chaque fois qu'on présentait un concept en 3D, on battait, tous les records d'engagement, soit parce que la vidéo était esthétiquement belle et impressionnante, on va dire. Parce que oui, une vidéo 3D animée avec un peu des effets visuels, des bruitages, enfin des effets sonores, moi je dis souvent si une image vaut 1000 mots, une vidéo vaut 1000 images. Donc voilà, c'est flagrant et ça se vérifie. Quand on écrit juste un texte, on a, je dis n'importe quoi, un taux d'engagement de 10. Si on rajoute une image, c'est fois 10 et si, on met une vidéo, on augmente encore, on démultiplie, on met à la puissance, cet engagement
Et en ce sens, c'est génial. Donc, j'ai pas des chiffres exacts en tête, mais c'est des dizaines de fois plus avec certitude sans rentrer dans le détail du calcul. Voilà, à la fois par l'esthétisme généré par la vidéo et l'engagement. Puis on le voit aujourd'hui, les gens sont attirés par la vidéo. Ils lisent de moins en moins, ce qui est pas forcément positif. Mais bon, d'un point de vue marketing, on s'adapte à ce que les gens font. Et on voit que la vidéo, c'est un moyen très facile, très direct de présenter et faire comprendre des choses, parfois même complexes, très facilement. Donc du coup, si je comprends bien, ce fermoir-là, vu les retours qu'il y a eu, vous allez très probablement le développer et le commercialiser. Oui. Oui, oui, on a quasiment des maisons logeurs qui nous ont dit: «Oui, nous on en veut, combien ça coûte?» On a presque eu des bons de commande. On n'est pas très loin d'un bon de commande. Là, il faut juste leur dire: «OK, c'était une vidéo 3D, ça va marcher parce que ça vient d'un STEP qui existe, c'est un brevet qui est déposé, donc on a le brevet, on a les fichiers STEP, on va juste, s'adapter à votre design, mais on peut très rapidement vous le produire». Produire des protos, donc oui, on ça a quasiment été, on a des maisons qui, par la vidéo simple, nous ont dit: «Ah oui, ça me plaît, on veut, combien ça coûte?» Ah, donc en fait, ça entame les discussions directement à la Ouais, partie négociation, ça skip toute la partie du coup évangélisation et conviction exactement, ouais. pour le client. On vient vraiment compresser les temps de décision, des maisons de façon assez incroyable et logique, hein, en fait, hein, mais ouais. D'accord. Du coup, c'est mettre de la vidéo IA, c'est quelque chose que tu vas intégrer dans tous les prochains process? Ouais, de différentes façons, mais oui, je pense qu'on va l'intégrer. En tout cas, nous, on pense que pour convaincre, des cibles B2B, c'est parfait. Peut-être que pour du B2C, avec un niveau de qualité encore supérieur, on pourrait le faire, aussi, en complément de vraies vidéos et de vrais, shootings produits. Parce que bon, je pense qu'à un moment donné, les gens vont quand même avoir envie de voir des choses, mais en tout cas, dans les phases, nous, dans lesquelles on est de B2B et de création de produits, de création de concepts et de démonstration de concepts, je crois que c'est le meilleur outil qui ait jamais existé, à ce jour, hein, donc ça, c'est sûr. D'accord. Et est-ce que du coup, cet outil, hem, ça change ta vision de la manière de développer un produit? C'est-à-dire, est-ce que ça te donne de nouvelles idées sur la conceptualisation, vu que ça ouvre quand même pas mal de portes? Oui, oui, concrètement, je pense on va pouvoir, travailler différemment concrètement. Donc à la fois d'un point de vue des démonstrations de produits, mais aussi nous de la façon dont on va créer des nouveaux produits. Toujours pareil en protégeant en amont, la propriété intellectuelle. Oui, concrètement, on pourra demander, via l'IA à nous proposer des nouveaux concepts, des nouvelles, de s'adapter à des nouveaux designs et donc oui, ça vient même impacter, la partie, créative en amont, enfin la partie conception, création, avant même de dévoiler quoi que ce soit à des clients finaux. Mais oui, ça peut nous permettre d'accélérer à nous sur des phases, éventuellement de se projeter sur d'autres secteurs. C'est-à-dire si demain je me dis: «OK, transpose, cette typologie de système, à la joaillerie». Eh beh, peut-être qu'on va avoir, on va être, on va découvrir des choses, intéressantes et on va pouvoir trouver des nouveaux marchés auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et tout ça très, très vite, en générant des images, via des professionnels comme toi, ouais. Tout à fait. Entièrement. Je te coupe une seconde, Ouais, je t'en prie. faut qu'au moins dans 5 minutes je décolle. Si jamais Ouais, on a, du temps, on se refait une session propre si tu veux. on va clôturer, gentiment. Ouais. Pour finir, qu'est-ce que tu dirais à un fondateur qui hésite à investir sur ce type de contenu, pour développer ses produits et pour les faire connaître? Bah, je dirais qu'il faut pas du tout qu'il hésite, que que le temps d'hésitation va déjà lui faire perdre de l'argent parce que le temps qu'il aura hésité, il aura pu déjà générer des choses, 1000 fois mieux que tout ce qu'il a fait jusqu'avant. Donc vraiment, c'est sûr qu'au début, tant qu'on n'a pas des résultats finaux et qu'on met pas une facture à la face d'un en face d'un résultat, on sait pas ce que ça va générer. Maintenant que tu l'as fait, je peux témoigner du fait que,
il aurait fallu que j'ai ça, il y a déjà 3 4 ans, et j'aurais sauvé un temps incroyable et un argent incroyable, hein. Ça coûte, mais tellement moins que d'aller au bout sur des produits physiques, qu'il y a vraiment c'est un no-brainer dans la décision, il y a pas de décision, en fait. C'est évident que c'est rentable. D'accord. Et si tu pouvais résumer la collaboration avec Prema Studio en une phrase, qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans les prochaines collaborations? Bah, nous, ça a été très fluide, à la fois d'un point de vue humain et d'un point de vue des exécutions de produits. Ce qui était intéressant, c'est que, voilà, il y a eu des adaptations, aux clients, à nous. Donc tu t'es extrêmement bien adapté, tu as bien pris le temps aussi de comprendre, nos besoins, ce qu'on voulait, retranscrire à travers les vidéos. Donc voilà, grande fluidité, un très bon rapport, coût-intérêt par rapport à d'autres solutions. Heu et très fluide parce qu'il y a pas mal d'outils à la fois dans, la création où on peut suivre la création en temps réel. On peut, avoir accès à nos créations à travers des drives partagés très facilement, les repartager très facilement et même que ce soit même sur la facturation, voilà, c'est très avant-gardiste, hein, globalement ton approche et en même temps, il y a quand même un côté humain très, très puissant. C'est pas parce qu'on fait des choses IA qu'il y a pas de relation humaine. À la base, c'est un match, une bonne compréhension de l'humain qui va faire la vidéo, qui va générer la bonne vidéo dans les bons timings et pas faire fausse route. Parce que vous pouvez, maîtriser, la vidéo, si vous comprenez pas ce que fait le client, vous allez faire fausse route et ça va demander des allers-retours, incessants et ça va pas être rentable. Mais là, avec une bonne écoute, ce qui a été le cas, une bonne compréhension des sujets, le fait que tu sois déplacé même sur des salons, pour voir les produits, bah, ça a fait en sorte que il y a eu quasiment pas de fausse route. On a souvent été, proche du but très rapidement et on a dû faire quelques itérations, de rendu ou de couleur mais c'était de l'ordre du détail. La ligne directrice, elle a été comprise, très vite et on a eu des résultats très vite. OK, super. D'ailleurs, si tu veux recommander mes services, Ouais. j'ai mis en place un système d'apport d'affaires. Je te transmettrai le document juste après. Ouais, Comme ça, pour tous ceux qui veulent, tester, ça ouais. permet de Ouais, avec plaisir, j'ai alors on en reparlera parce qu'il est l'heure pour moi d'y aller, mais on peut se refaire un point, dans le début de semaine prochaine, totalement. j'ai parlé à 2-3 maisons et ils étaient assez intéressés. Je te OK, super. Merci beaucoup Sébastien. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite et pour Orcos? bah, voilà, que les gens, se rendent compte que la sélection de niveau de sûreté, est une option qui peut devenir une option de série et d'avenir, que ça peut les aider à garder le lien avec leur montre, à les utiliser beaucoup plus, et à faire rayonner du coup l'image, des maisons horlogères, au travers des clients qui osent enfin porter leur montre dans tous les contextes, même les plus extrêmes. C'est ça l'objectif. OK, super. On espère que ça va fonctionner pour vous à l'avenir et puis, bah, moi, je te dis à très bientôt pour, les prochaines vidéos. Merci Antonin, à Merci bientôt. pour le temps, que tu as pris avec moi. C'est super. Avec plaisir. À tout bientôt. Yes. Allez, Merci. bonne journée à toi. Ciao, À ciao. bientôt.